Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 26 février 2019. Voici les titres. Le Salon international de l'automobile de Genève se prépare. Il ouvrira ses portes le 7 mars prochain pour une dizaine de jours. Plus de 200 exposants seront au rendez-vous dans les 7 halles de Palexpo. Ils présenteront leurs dernières nouveautés à plus de 10 000 journalistes et quelques 700 000 visiteurs. Jean-Paul Crespi nous fera vivre les derniers préparatifs. Et nous partirons à la découverte des coulisses du téléphérique du Salève. Depuis 1932, il permet aux curieux et aux promeneurs de rejoindre le sommet du mont Salève pour admirer la vue sur le lac et la région. Le Salon de l'Auto de Genève ouvre donc ses portes dans moins de 10 jours. La 89e édition de ce Salon international de l'auto sera ouvert au grand public à partir du 7 mars prochain. Mais avant son lancement, chaque marque doit construire son stand. Des stands imposants qui demandent énormément de travail à de nombreuses équipes venues de toute l'Europe. Pendant 3 semaines, Palexpo est un véritable chantier sur lequel tous les corps de métier sont à pied d'œuvre. Reportage de Jean-Paul Crespi. À quelques jours de son ouverture à la presse, puis au public, le Salon international de l'automobile de Genève a des allures d'un vaste chantier de construction. Et pour dévoiler leurs prototypes et leurs nouveautés, les exposants s'engagent par la démonstration à présenter des structures éphémères impressionnantes qui mobilisent parfois plus d'une centaine de personnes venues de toute l'Europe. Des stands imaginés, conçus et construits en amont du salon par différentes entreprises et sous-traitants spécialisés et remontés de toutes pièces sur site. Avec ses écrans, ses jeux de lumière et ses animations interactives. Une logistique millimétrée qui impose aux exposants à monter en 3 semaines leur stand, puis les démonter en 3 jours. À Palexpo, plus de 4000 personnes travaillent à leur réalisation. Bien sûr, on cherche des nouveaux clients, on cherche des jeunes clients. Il faut qu'ils se rajeunissent chaque fois. Et puis on voit quand même les exposants aussi, ils sont conscients de ça. On a aussi le stand Tag Heuer qui a beaucoup de simulateurs, qui a beaucoup des nouvelles technologies pour voir le futur. Et je pense qu'on a beaucoup plus maintenant des premières mondiales actives, c'est-à-dire où on tourne avec les voitures sur les stands. C'est plus seulement statique. 71 000 m² de surface d'exposition ont été attribués pour cette 89e édition du salon et pour les mettre en lumière, 11 973 projecteurs seront installés. Si 5 grandes marques dont Opel, Ford et Volvo ne seront pas présentes cette année, 34 exposants vont participer pour la première fois au salon, des exposants venus de Chine et de Russie. Beaucoup de nouveautés, on parle beaucoup d'électrique, il y a beaucoup de constructeurs, d'exposants qui ont des nouveaux stands. Par exemple, Toyota, côté, qui a un tout nouveau stand. Et Renault, ils ont aussi changé leur stand. Je pense que c'est quelque chose, nous on les connaît un peu sur image, mais le vrai stand, on le découvre aussi juste avant l'ouverture. Pour préserver l'originalité des stands et les 74 véhicules en première présentation mondiale, dont la nouvelle Clio de Renault, de grandes tentures noires seront installées. Des écrans qui seront définitivement enlevés la nuit qui précédera l'ouverture de cette 89e édition du Salon international de l'automobile de Genève. Émilie Bonnivard a interpellé Elisabeth Borne, la députée de la Savoie, a interrogé la ministre des Transports sur les conséquences des éboulements sur la route départementale 1006. Dans un communiqué du 22 février, elle rappelle les faits. Les éboulements survenus entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane, au lieu-dit du Prat, ont entraîné la fermeture de la route pour plusieurs mois. La ligne ferroviaire a également été touchée. Dans le cadre de la construction du tunnel de base de la liaison ferroviaire du Lyon-Turin, c'est toute la zone qui doit être réaménagée. La députée a donc rappelé au gouvernement l'urgence de la situation. Elle lui demande de sensibiliser les partenaires italiens sur la nécessité de poursuivre les travaux sans tarder. Et face aux températures printanières, les arboriculteurs s'interrogent. Avec une météo qui depuis 3 semaines se joue de la rigueur de l'hiver, ils ne peuvent que constater les évolutions du climat. Une évolution qui oblige ces arboriculteurs savoyards à se questionner dès aujourd'hui sur l'avenir de leurs entreprises. Jean-Paul Crespi a rencontré certains d'entre eux à Chevrier, en Haute-Savoie. Reportage. Sur les coteaux de Chevrier, pommiers et poiriers profitent d'un soleil radieux et d'une température inhabituellement haute en ce mois de février. Le thermomètre affiche 18 à 20 degrés en milieu de journée et cette météo printanière, signe de culture précoce, interroge les arboriculteurs sans toutefois les alerter.
Les bourgeons sont toujours en sommeil, une inactivité naturelle due aux gelées nocturnes et un sol qui se maintient à une température de 7 à 8 degrés. Ce qui serait à craindre, c'est que cette température douce continue dans les semaines à venir, mais y compris aussi en fin de journée et des nuits qui soient un peu douces. Et à ce moment-là, oui, le végétal risque de partir assez rapidement et le gros risque, en tout cas en arbres fruitiers à pépins, c'est le gel. Sur les 25 hectares, 90% de la production est en culture intégrée et 10% en agriculture biologique. Si les bourgeons sont encore dormants, les gelées tardives restent cependant une véritable préoccupation. Mais plus que des températures à la hausse, ce sont les amplitudes thermiques qui inquiètent. En quelques années, la floraison précoce des arbres fruitiers est devenue une habitude. Elle est actuellement évaluée à 10 jours. Là, c'est un phénomène sur 3 semaines qui est accentué, mais qui, ça c'est mon avis personnel, qui ne va pas disparaître. Donc c'est là où il va falloir bien s'adapter à la nature. Parce que ce n'est pas l'homme qui va pouvoir vraiment s'adapter. C'est à nous de trouver le juste équilibre et faire en sorte que notre modèle d'entreprise puisse perdurer. Comme certains prévisionnistes nous annoncent un climat proche de Valence dans les années 2040-45, ça veut dire que dans les 5 ans qui viennent, il faut qu'on soit capable de commencer à renouveler nos vergers avec des espèces plus méridionales. Aujourd'hui, les signes sont visibles du dérèglement climatique et si la hausse des températures se poursuit au rythme actuel, cette hausse risque d'affecter toutes les productions agricoles. Pour les arboriculteurs de Chevrier, certaines décisions devront être prises avant 10 ans. À La Roche-sur-Foron, élus et habitants sont inquiets. Une antenne relais qui doit servir à l'exploitation du Léman Express va être implantée dans le quartier de la Gare, un quartier qui compte de nombreux établissements scolaires. Les parents d'élèves s'opposent à l'implantation de ce pylône de 20 mètres de haut. Selon eux, les ondes diffusées par l'antenne seraient dangereuses pour la santé de leurs enfants. On écoute leur témoignage au micro de Florian Brunin. Il y a des centaines d'élèves qui vont être à la portée de ces ondes électromagnétiques quotidiennement. Donc je me demande comment est-ce que la préfecture a pu déposer ce permis de construire à la SNCF alors qu'on sait qu'il y a 3 lieux potentiels d'accueil de l'antenne, dont un qui se trouve dans un lieu loin des résidences et loin des écoles. Un beau jour, on a vu ce permis de travail qui a été affiché sans qu'il y ait aucune information préalable du public. Sur le fond, on n'est pas du tout contre le projet du CEVA, bien au contraire, puisqu'on sera utilisateur du projet. Néanmoins, c'est une antenne qui est implantée en plein centre-ville, à proximité de zones pavillonnaires, à proximité d'immeubles collectifs et surtout à proximité d'établissements recevant du public, dont des écoles. Il y a un collectif qui s'est créé, Non Antenne Relais Rochoise. Ce collectif a mis en ligne une pétition. Actuellement, cette pétition a été signée à peu près 700 fois. Il est totalement nécessaire que cette antenne s'implante dans un endroit où, effectivement, la santé des riverains ne soit pas menacée. Le parc de la Vanoise recherche des gardiens pour son refuge de Prarion. Situé à 2324 mètres d'altitude, il est en cours de réhabilitation. Il rouvrira ses portes en 2020 et d'ici là, le parc lance un appel à candidature pour trouver des gardiens pour son refuge. Leur mission, informer et accueillir les visiteurs pendant la période d'ouverture, entre fin mars et début mai, puis du 15 juin au 15 septembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du parc, vanoise-parcnational.fr. On part à la découverte du téléphérique du Salève, comme promis. Depuis les années 30, il transporte les nombreux visiteurs jusqu'au sommet du Salève. Aujourd'hui, 4 personnes font tourner le téléphérique. Chaque jour, elles assurent les contrôles journaliers nécessaires au bon fonctionnement de la structure. Nos confrères de Léman Bleu sont allés à leur rencontre. Reportage. En cette matinée de février, le Salève est dans le flou. Mais dans la gare de départ du téléphérique, on s'affaire comme chaque week-end. Je te laisse le registre d'exploitation. Aujourd'hui, ils sont 4 à faire tourner la machine. Et je te laisse l'envoyer, Jérémy. Mais avant de mettre en route les télécabines, un contrôle technique journalier s'impose. Donc on va aller contrôler notre cabine. Florian travaille dans les coulisses du téléphérique depuis 5 ans et demi. Parmi les contrôles importants, les freins d'urgence. Donc là, on va l'actionner pour vérifier que tout fonctionne bien.
Donc là, on entend l'huile qui descend dans les durites. On a entendu un bip en retour, donc comme quoi il a été activé. Donc, je le remets en position, puis on va pouvoir aller monter sur le toit de la cabine pour le réarmer et voir que tout est bon. En même temps, on va en profiter pour faire du contrôle visuel, si tout est bon sur la cabine, s'il n'y a pas de choses inhabituelles. Tout bon pour la cabine, on va pouvoir monter après sur le haut de la gare, donc sur le toit. La structure du téléphérique est composée de 2 câbles porteurs de 20 tonnes chacun et d'une longueur de 1200 mètres. Donc là, on va vérifier que notre câble passe bien partout, que les galets tournent bien, que toutes les prises soient bien branchées, que les contacteurs n'aient pas de soucis. Une fois que la gare de départ est inspectée, c'est au tour de la gare supérieure. Pas avoir le vertige. Non, faut pas avoir le vertige pour travailler ici, que ce soit dans la cabine ou dans la maintenance, faut pas avoir le vertige. C'est mieux. À 9h30, le téléphérique est fin prêt à accueillir les premiers passagers de la journée. Et on se quitte ce soir avec de belles images du lever du soleil sur le Mont Blanc. Vous l'avez vécu en live sur la page Facebook de 8 Mont Blanc la semaine dernière. Juliette Vincent-Seigné et Emmanuel Berger se sont levés aux aurores pour rejoindre le plateau d'Assy à pleine joue sur les hauteurs de Passy. Ils ont ainsi pu capter les belles couleurs du lever du jour sur le toit de l'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Fanette, je te laisse conclure. Demain, vous retrouverez Clémence Roaldès pour le journal. Passez une très belle soirée et à bientôt.